Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous devez savoir d'abord qu'il y a du nouveau dans l'affaire LIP. C'est une nouvelle de dernière heure. Le ministre, M. Charbonnel, et M. Giraud, de retour de Besançon, ont en effet mis au point un nouveau plan de restructuration de l'entreprise LIP. Joseph Poly est en train de prendre connaissance de ce nouveau plan de la bouche même de M. Giraud, qu'il a au téléphone en ce moment, et Joseph Poly pourra venir tout à l'heure nous livrer les modalités de ce nouveau plan. Nous en reparlerons donc dans quelques minutes. C'est une amère désillusion pour de nombreux supporters de l'équipe de France de football. Stefan Kovacs, l'ancien entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, qui était attendu un peu comme le Messi, ne viendra pas en France. À Bucarest aujourd'hui, les dirigeants du football roumain ont notifié au président de la Fédération française qu'ils gardaient Kovacs pour lui donner des fonctions officielles en Roumanie. Nous ferons le point tout à l'heure sur cette défection malencontreuse à 3 semaines seulement du premier match international de la saison de l'équipe de France de football. Mais tout de suite, des nouvelles de la petite Céline, cette fillette de 13 ans qui a subi une greffe du cœur la nuit dernière à l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. Céline, la 5e opérée du professeur Guillemet, porte en elle, on peut le dire, je crois, un immense espoir. C'est en effet la première fois qu'une transplantation cardiaque est tentée en France sur une aussi jeune malade. Cette intervention de la dernière chance, si elle réussit, pourrait être étendue en effet à d'autres enfants, jusqu'à présent condamnés par des maladies ou des malformations cardiaques congénitales. Mais n'anticipons pas et prenons connaissance du dernier bulletin de santé de la petite Céline qui a été publié tout à l'heure à l'hôpital Foch. Alain Lemaître est sur place. Eh bien, Jean-Pierre Berthet, il y a un peu plus de 20 heures maintenant que la petite Céline vit avec un cœur tout neuf, un cœur d'adulte qui bat normalement depuis qu'il lui a été greffé la nuit dernière ici même à l'hôpital Foch. La petite Céline repose au 7e étage de ce bâtiment, derrière moi, dans une chambre stérile, dans le service du professeur Guillemet. Et il y a quelques instants, en effet, nous avons eu connaissance du dernier bulletin de santé de la petite Céline. Je puis vous le lire. D'ailleurs, ce bulletin est sensiblement le même que celui diffusé dans l'après-midi. L'état de santé de l'opéré est satisfaisant. La fonction cardiaque est normale et l'assistance ventilatoire doit être poursuivie au moins jusqu'à demain. Je crois qu'on peut dire que la petite Céline va bien. Toutefois, les médecins précisent que tout pronostic doit être réservé au moins pendant 48 heures après l'opération. Ici, l'hôpital Foch, à vous Jean-Pierre Berthet. C'est le cœur d'un jeune homme de 24 ans, décédé à l'hôpital de la Pitié, qui a été transplanté dans la poitrine de la petite Céline. Alors la première question qui vient tout naturellement à l'esprit est la suivante. Comment l'organisme d'une fillette peut accepter le cœur d'un adulte? Et est-ce que cela a posé au professeur Guillemet des difficultés techniques particulières? Vous allez entendre sa réponse. Nous n'avons pas rencontré de difficultés techniques particulières parce que le cœur de cet enfant était extrêmement dilaté par la maladie, étant donné qu'il s'agissait d'une dégénérescence du muscle cardiaque. Et donc on a finalement mis un cœur d'adulte qui était moins gros que le cœur qu'avait cet enfant. Pour certaines de ces interventions, vous êtes tantôt critiqué, tantôt approuvé. Est-ce que vous estimez sur le plan de l'avenir des greffes cardiaques que vous devez continuer? Je pense que je suis approuvé par la très grande majorité des cardiologues français qui pensent que c'est une voie de recherche et c'est également une voie thérapeutique, même actuellement, puisque les indications sont réservées à des gens qui sont condamnés à ne vivre que quelques mois. Est-ce que c'était le cas de cet opéré en particulier? C'était absolument le cas de cet opéré. On peut même presque parler d'une transplantation cardiaque en semi-urgence, étant donné l'état dans lequel était cet enfant. Dans combien de temps penserez-vous que vous pourrez avoir un pronostic à temps plus lointain? Comme pour toutes les transplantations, parce que les problèmes immunologiques, bien que ce soit une enfant, sont les mêmes que pour un adulte, on ne peut commencer à être optimiste que lorsque l'on a passé le 2e mois. Est-ce que le fait particulier qu'il s'agisse d'un cœur d'individu du sexe masculin dans un organe receveur féminin peut poser des complications sur le plan du rejet par la suite? Non, en matière de transplantation rénale, ceci a été particulièrement bien étudié et il n'y a aucune corrélation et on ne peut rien tirer du fait que c'est un cœur d'homme sur un homme sur une femme ou un cœur de femme sur un homme, ça ne change strictement rien. C'est essentiellement un problème
de compatibilité tissulaire qui n'est pas liée au sexe. Est-ce que vous comptez poursuivre le programme de transplantation que vous vous êtes fixé à une cadence régulière? Très certainement. Je pense que dans ce service, nous ne pouvons guère dépasser une transplantation cardiaque par mois, mais nous avons bien l'intention de continuer ces transplantations jusqu'à ce que nous ayons une statistique suffisante pour pouvoir en tirer des conclusions, c'est-à-dire au moins une quinzaine de malades. Depuis 5 heures ce matin, heure à laquelle s'est terminée l'opération, les parents de Céline n'ont pratiquement pas quitté son chevet à l'hôpital Foch. On imagine leur angoisse et on comprend très facilement qu'ils aient évité jusqu'à présent les questions des journalistes. Alors c'est à Yvetot, en Seine-Maritime, où Céline est lycéenne, que des amis et des voisins ont accepté de parler d'elle. Voici un premier portrait, disons, de la petite fille, à travers quelques témoignages de personnes qui la touchent de près. Quand elle a fait partie d'une troupe de Jeannette, dont j'étais cheftaine. Et elle était aux Jeannettes, elle se comportait comme les autres enfants? Ah oui, 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 tout à fait, dans son élément, avec les autres enfants, pas de problème. Elle faisait du sport, elle participait à toutes les activités? Pas tout à fait à toutes les activités quand même, mais enfin, dans la majeure partie, elle a fait comme les autres. Est-ce que vous étiez vous-même au courant de sa maladie cardiaque? J'étais au courant, mais sans plus, sans en connaître la gravité. Et dernièrement, vous l'aviez rencontrée? Pas personnellement, mais j'ai eu des nouvelles par ma famille et Céline savait dans quel état elle était. Elle savait qu'on allait lui faire une greffe? Elle savait qu'il en était question. C'était pas encore sûr à ce moment-là, mais elle savait qu'il en était question. Comment a-t-elle réagi quand on lui a appris cette possibilité de greffe du cœur? Ben, elle était assez émotionnée quand même. Elle était assez inquiète. Elle ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Sa maladie cardiaque a commencé très brusquement au mois de mai, vers la fin du mois de mai. Elle a été hospitalisée d'abord dans le service de pédiatrie du professeur Doménibus à Rouen pour des troubles qui ont été rapidement reconnus comme relevant d'une insuffisance cardiaque très sévère. C'est à cette occasion-là que M. Doménibus m'a demandé de la voir. Et déjà à cette époque-là, son état était très grave. Était-elle véritablement condamnée et la greffe d'un nouveau cœur était-elle l'ultime solution? Assurément. Si vous voulez, disons que la décision n'a pas été prise immédiatement, bien qu'on y ait pensé tout de suite. Je me souviens que j'avais rencontré à cette occasion le professeur Guillemé dans une réunion médicale, justement, et je lui en avais déjà parlé, lui demandant ce qu'il pensait de la possibilité d'une greffe chez une petite fille de 12 ans. Il m'a d'ailleurs donné une réponse théorique favorable. Mais on n'en avait pas parlé d'emblée parce qu'on ne connaissait pas encore, disons, l'évolutivité de la maladie. Mais on savait qu'elle était condamnée à très bref terme. C'était une question, disons, de semaines ou de mois. Vous avez conseillé également aux parents de la petite Céline de la mettre au courant, de lui dire qu'on allait l'opérer. Non, pas exactement, parce que c'est une petite fille qui était assez hostile au milieu médical, ce qui se comprend très bien parce qu'elle avait été hospitalisée justement à l'occasion de cette poussée d'insuffisance cardiaque, que la notion de piqûre, de soins médicaux l'affolait un petit peu, et avant de prendre la décision, il était temps qu'elle mûrisse un petit peu sur le plan psychologique, et je crois que ce n'est qu'ultérieurement en réalité que les parents ont parlé à la petite fille une fois qu'elle a vu le professeur Guillemé. C'est lui-même qui lui a expliqué de quoi il s'agissait et qui lui a montré à Foch d'ailleurs le greffé, M. Riffaudot, on peut prononcer son nom puisque tout le monde le connaît, qui va maintenant fort bien et qui l'a encouragée elle-même d'ailleurs. Précisément, si tout se passe bien, quand la petite Céline pourra de nouveau communiquer avec l'extérieur, elle recevra de précieux encouragements à l'hôpital Foch. Dans une chambre voisine de la sienne se trouve en effet Alain Riffaudot, ce jeune homme de 26 ans qui vit lui aussi avec un cœur greffé depuis maintenant 3 mois. Alain Riffaudot a d'ailleurs pu voir Céline aujourd'hui à travers la paroi vitrée de sa chambre stérile et il a dit son impression à Renaud Delourme. Écoutons Alain Riffaudot. Au 7e étage de l'hôpital Foch, cet après-midi, Alain Riffaudot recevait la visite quotidienne de sa femme. Aujourd'hui, une visite particulièrement émouvante. À quelques pas de sa chambre, sommeille la 5e greffe du cœur du professeur Guillemé. Aller dans la chambre stérile en ce moment. Vous-même, vous avez passé un certain temps. Où on passe 10 heures remontant de l'opération, où tout le monde va. Quel effet est-ce que cela vous fait? Moi, ça m'a fait beaucoup d'effets. En plus que c'était une jeune fille de 13 ans, j'ai vécu plus l'opération avec elle que pour M. Éjard, par exemple. Comment vous dites j'ai vécu l'opération? Pour moi, je sais pas, mais enfin, je suis resté très longtemps avec les parents. J'ai attendu le résultat jusqu'au bout parce que toute la nuit, ça m'intéressait et je voulais aussi, je voulais la voir remonter. Vous l'avez vu remonter? Oui, j'ai vu à 3h25. À ce moment-là, qu'avez-vous ressenti?
très content. J'étais déjà enchanté par la grecque, mais là c'était formidable de la voir parce qu'elle était bien, elle était reposée, un boudin. Pour être tout à fait complet sur cette nouvelle greffe du cœur, il faut souligner aussi le cas du professeur Guillemet. Ce chirurgien de 40 ans est le seul en France à continuer la pratique des transplantations cardiaques. Alors Pierre Bourget, comment pouvez-vous l'expliquer? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que le professeur Guillemet a commencé les transplantations cardiaques en novembre 1968, au moment où, un peu partout dans le monde, on en faisait. Puis, il y a eu un arrêt qui a été dû à la mort d'un certain nombre de greffés, et il a repris la première transplantation cardiaque de sa nouvelle série en janvier 1973. En janvier 1973, c'était M. Caillès, que nous voyons ici. Techniquement, ça a été une réussite. Hélas, M. Caillès est mort 2 mois après. Le professeur Guillemet ne s'est pas découragé et il a fait depuis 3 autres greffes, celle de M. Rifaudot, que nous avons vue tout à l'heure et que nous allons revoir maintenant pédalant sur son vélo d'entraînement, celle de M. Éjarc et enfin aujourd'hui celle de la petite Céline. Quels sont les arguments finalement humains et scientifiques qui ont fait que le docteur Guillemet a dit les greffes je les continue? Eh bien c'est simple, il s'est basé sur l'exemple de son confrère américain Shumway qui en 5 ans a fait 65 transplantations cardiaques. Or, la survie des opérés cardiaques a été de plus de 3 ans pour 30% de ces opérés, c'est-à-dire 3 sur 10. C'est un résultat thérapeutique qui est extrêmement valable. 3% de survie pour un individu condamné, on n'arrive pas à de pareilles statistiques dans certains cancers très graves, par exemple. Par conséquent, 3 chances sur 10, il faut la tenter quand on ne peut pas faire autrement. Et c'est là aussi le nœud humain de cette passionnante aventure de la greffe cardiaque, c'est que de toutes les façons, le docteur Guillemet estime qu'il faut la faire parce que s'il ne la faisait pas, il sait que l'enfant est condamné. Par conséquent, cette chance, ce 30% de réussite à long terme, à 3 années, il faut la courir et c'est la raison à la fois scientifique et psychologique qui fait qu'il les poursuit seul en Europe pour le moment. Je vous le disais en commençant, il y a du nouveau dans l'affaire LIP. À l'issue du long entretien qu'il y a eu hier avec M. Giraud de Retour de Besançon, le ministre du Développement industriel déclare qu'il est prêt à accepter les modalités d'un approfondissement et d'un aménagement des propositions de restructuration de la société LIP. M. Charbonnel conditionne cet accord de principe à un retour préalable à la légalité aux usines de Besançon, à savoir l'évacuation des locaux et la restitution des actifs, c'est-à-dire le matériel, les machines et les stocks de montres. M. Giraud se rendra à Besançon samedi pour informer, c'est-à-dire demain, pour informer le personnel de cette nouvelle évolution des discussions. Mais Joseph Poli, vous venez d'avoir précisément au téléphone M. Giraud et il vous a révélé les grandes lignes du nouveau plan. Oui, M. Giraud m'a donné des précisions sur les propositions qu'il présentera demain aux ouvriers et aux cadres de l'IP à Besançon même. Comme le dit le communiqué de M. Charbonnel, il s'agit d'un aménagement de son plan. En ce qui concerne l'éclatement de l'usine, ce que les ouvriers de l'IP appelaient le démantèlement de l'usine, M. Giraud propose la création d'un groupement d'intérêt économique, pour les spécialistes une GIE. Cette GIE serait une société commune qui devrait permettre de rassembler, qui permettra de rassembler les différentes sociétés d'exploitation, l'horlogerie, la mécanique, l'armement et les machines-outils. Il semble donc que sur ce point, les ouvriers de l'IP aient satisfaction. En ce qui concerne les licenciements, M. Giraud réembauchera, bien entendu, les ouvriers et les cadres, puisqu'il va s'agir de sociétés nouvelles. On fera d'abord rentrer, on réembauchera le personnel nécessaire à chaque société pour une exploitation équilibrée, pour une exploitation saine. Ceux qui n'auront pas été réembauchés dans ces conditions pourront être engagés ultérieurement, assez rapidement, je crois, dans une société d'exploitation supplémentaire à Besançon même, et cette société nouvelle serait créée dans le cadre du groupement d'intérêt économique dont je parlais tout à l'heure. M. Giraud s'occuperait personnellement, m'a-t-il dit, du reclassement de ceux qui n'auraient pas pu trouver de place dans toutes ces sociétés dont on vient de parler. En ce qui concerne le maintien des avantages acquis sur le plan social, M. Giraud considère qu'à qualification égale, les conditions de travail doivent être celles qui sont normalement appliquées dans les entreprises dans la région. On sait que les ouvriers de l'IP et les cadres bénéficiaient d'avantages sociaux supérieurs à ceux des autres entreprises de la région. Alors maintenant, il faut attendre, et on le saura dès demain, les réactions des cadres et des ouvriers de l'IP qui ne connaissent pas encore ces nouvelles propositions.
J'ajoute simplement que la journée a été calme à Besançon, où les cadres de l'IP ont précisé leur position. Ils sont d'accord avec les syndicats ouvriers pour s'opposer à tout plan de démantèlement de l'entreprise, mais désapprouvent leur méthode d'action. Cela dit, Joseph Pauly vous le disait, il faut attendre maintenant les réactions des uns et des autres à ce nouveau plan présenté par le ministre et M. Giraud. Au cours d'une interview sur Radio Monte-Carlo, le Premier ministre a évoqué la situation chez l'IP. L'État, a dit M. Messmer, s'efforce de dépanner l'entreprise, mais cela ne peut se faire sans peine ni sans sacrifice, et les vociférations ne changent rien. Néanmoins, a ajouté M. Messmer, l'irritation des travailleurs de l'IP contre les graves erreurs de gestion commises par les responsables de l'entreprise est tout à fait légitime. D'autre part, pour le Premier ministre, le dossier monétaire reste au premier plan des préoccupations du gouvernement. Le règlement de la situation monétaire est, à son avis, un facteur essentiel de la prospérité de la France et du monde en général. Interrogé enfin sur les querelles internes à la majorité, et en particulier sur la polémique entre M. Debré et les dirigeants républicains indépendants, M. Messmer a dit « Lorsqu'on arrive devant les choses sérieuses et graves, les discussions du budget par exemple, la majorité fait toujours preuve de sa cohésion ». Ces querelles ne sont donc, a ajouté M. Messmer, que des escarmouches auxquelles la tranquillité du mois d'août donne une publicité un peu particulière. Pour en terminer avec le chapitre social, aux usines Péchinet à Noguer, l'heure est également à la conciliation. Le ministre du Travail a délégué un de ses principaux conseillers, M. Gilles, à Noguer, pour faciliter la reprise des négociations entre les syndicats et la direction. Au gouffre de la Pierre Saint-Martin, nous passons à toute autre chose, dans les Pyrénées-Atlantiques, on est toujours sans nouvelles des 5 spéléologues qui se sont égarés à 300 mètres de profondeur. Ces 5 hommes, 3 Polonais et 2 Britanniques, devaient regagner la surface mardi matin. Et en attendant les premières images des efforts mis en œuvre pour les retrouver, on peut remarquer que les accidents ne sont pas rares à la Pierre Saint-Martin. La cordée de 5 hommes explorait des galeries encore inconnues. Bivouaquant la nuit à plus de 300 mètres de profondeur, les spéléos espéraient apporter de nouveaux éléments à la cartographie du gouffre, considéré comme l'un des plus complexes et des plus passionnants dans le monde. Un dispositif de secours très important est mis en place depuis ce matin car la cordée anglo-polonaise n'a plus de vivres et une équipe de secours partie à sa recherche n'a trouvé aucune trace jusqu'à présent des 5 hommes. Si tout se passe bien pour la majorité des Français en vacances, ils ont du beau temps depuis quelques jours et c'est le principal, ceux qui sont restés dans les villes ont parfois du mal à garder le sourire. C'est en particulier le cas des célibataires forcés et des ménagères qui font la course aux magasins ouverts et ceci est vrai non seulement à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de province. Eh oui, il fuit. Constatation qui n'est jamais réjouissante, mais si vous vous trouvez dans une grande ville en ce moment, ça risque d'être le début de beaucoup de tribulations et de recherches. Besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un teinturier ou d'un coiffeur? Vous mesurerez peut-être votre témérité de ne pas avoir pris vos vacances au mois d'août, comme presque tout le monde. Dans certains quartiers, les magasins sont fermés comme si toute la ville s'était vidée de tous ses consommateurs. Il y en a beaucoup des boulangers, surtout qui nous manquent, c'est ça, parce qu'ils ferment tous d'un seul coup. Les boulangers, ça c'est désagréable. Tout est fermé vu les vacances et puis on trouve pas grand-chose. Hein. Alors comment vous débrouillez? Vous allez un peu plus loin ou quoi? Oui, on marche, on cherche, on fait qu'est-ce qu'on peut. La rue du Commerce, bon ça va. Mais la rue Le Courbe, alors moi j'ai une fille qui arrive par le bus là-bas, à la mairie. Il n'y a rien du tout rue Le Courbe. Comme il y a peu de clients le mois d'août et au mois de juillet, alors c'est organisé, un boulanger fermé, un boulanger ouvert tout le temps. Mais dans un quartier où... Ah, dans tous les quartiers c'est pareil. L'année dernière, nous n'avons pas pris de vacances du tout. Cette année, nous en avons grand besoin. Oh, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Parce qu'on est les seuls ouverts en point de vue droguerie et librairie et beaucoup se ramènent par ici. Est-ce que les commerçants peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent? Fermer tous en même temps, par exemple? Il y a une certaine réglementation. En ce qui concerne les boulangers, notamment, ils sont divisés en 2 groupes. Et la moitié des boulangers doivent prendre leurs vacances au mois de juillet, l'autre moitié au mois d'août, et à moins d'obtenir des dérogations qui ne dérangent pas le public, ne peuvent pas changer leurs vacances. En ce qui concerne les autres commerces, non. Ils doivent s'entendre entre eux, et surtout, ils doivent, sur leur vitrine, lorsqu'ils s'en vont en vacances, laisser l'adresse du commerçant de même nature le plus proche. Alors pour les services, il n'y a pas de réglementation, c'est la même chose, ils doivent mettre l'adresse
du commerçant le plus proche qui correspond à leur spécialité. C'est loin. Regardez-moi, j'habite dans le bout de la rue Croix-Hiver. Je suis obligée de venir ici, rue du Commerce, faire mes courses, parce que tous les petits commerçants sont fermés. Je me ravitaille dans le 19e, là, près de mon travail, en arrivant, vous voyez. J'en ai plein les bras. Mais cette année, la préfecture de Paris a mis en place une expérience témoin, c'est-à-dire qu'elle a dressé des listes qui lui ont été fournies par les syndicats professionnels correspondant au service, et pour l'alimentation aussi, qu'on a déposé un peu partout dans les commissariats de police, notamment, et à la mairie, pour que les gens puissent connaître des adresses de commerçants restant ouverts. Est-ce qu'il n'y a pas de réglementation possible? Il n'y a pas de réglementation possible parce que justement dans les quartiers où ça risque d'être la crise, finalement il y a peu de demandes, si vous voulez, il y a beaucoup de gens de partis, et on ne peut pas obliger les commerçants à rester ouverts pour très peu de clients, étant donné que tous leurs frais généraux continuent à tourner, et que par exemple pour un boucher ça poserait des problèmes insolubles puisqu'il serait obligé d'acheter une viande en grande quantité qu'il ne serait pas sûr de vendre. Ah, qu'ils reviennent en vitesse, nos commerçants qui reviennent, c'est plus agréable tout de même que de courir. On n'a plus 20 ans, dites-moi, hein, c'est assez difficile. Du nouveau dans l'affaire des baux rouges, ces déchets rejetés en Méditerranée par une usine italienne de produits chimiques. Je viens d'apprendre en effet que les autorités italiennes ont décidé de reconduire pour 18 mois l'autorisation de rejet des déchets en mer. Mais le ministre italien des Transports a indiqué que la société Mondedison, la société incriminée, chercherait dans toute la mesure du possible à limiter les risques de pollution. D'autre part, M. Poujade, le ministre français de l'Environnement, doit rencontrer prochainement le ministre italien des Transports à ce sujet. Et je vous rappelle enfin qu'une manifestation des défenseurs de l'environnement et de la nature est prévue à propos de contre ces baux rouges dimanche prochain en Corse. Une rallonge de 48 millions de francs a été ajoutée au budget du ministère de l'Intérieur pour améliorer les transports en commun et la circulation des voitures dans tout le pays. M. Marcellin a indiqué que cette somme serait répartie entre les responsables municipaux. Le président Nixon va rompre le silence. La Maison-Blanche a annoncé cet après-midi que M. Nixon répondrait en détail la semaine prochaine aux accusations portées contre lui dans l'affaire du Watergate. Pas d'autres précisions sur les modalités de cette mise au point, si ce n'est que M. Nixon s'est isolé dans sa retraite de Camp David, dans le Maryland, pour préparer son discours du milieu de la semaine prochaine. C'est apparemment la trêve en Irlande du Nord où les incidents sont rares depuis plusieurs semaines. Mais sagement, beaucoup de parents ont tout de même pris la précaution d'envoyer leurs enfants en vacances à l'étranger. C'est ainsi qu'une colonie de vacances, un peu particulière, un peu symbolique, disons, réunit dans les côtes du Nord de jeunes Irlandais du Nord qui sont à nombre égal catholiques et protestants. En Irlande du Nord, depuis 4 ans, bagarres et violences font partie de l'univers quotidien dans certains quartiers de Belfast. D'un côté, les protestants unionistes, de l'autre, les catholiques républicains et l'armée britannique qui tente de rétablir l'ordre. Parmi les combattants, des enfants de moins de 15 ans, comme leurs aînés, manifestent le pavé à la main et l'invective aux lèvres. Août 73 en Bretagne. C'est la trêve pour 46 enfants irlandais. 23 protestants et 23 catholiques sont réunis au sein d'une même colonie de vacances dans le magnifique château de Crampoisy, près de Mur de Bretagne. Cette opération, appelée Trêve pour les enfants irlandais, est organisée par 3 mouvements charitables internationaux, Pax Christi, CIMAD et le Centre civique international. Quand vous aurez l'air pas, vous irez trouver un endroit pour vous installer. Quels sont les groupes qui sont prêts? Parce que... À ces 46 enfants venus de quartiers éprouvés de Belfast, il faut réapprendre à ne plus se haïr. Apprendre surtout à se connaître au cours de jeux semblables à ceux des enfants de leur âge. Margaret, vous êtes monitrice ici, dans cette colonie de vacances pour Irlandais. Quelle est pour vous la signification de ce rassemblement? Bon, le rassemblement, c'est les enfants qui sortent un peu de Belfast, hein, de cette ville, qu'ils peuvent être en vacances, et dans un pays qu'ils peuvent un peu oublier ce qui passe là-bas dans la ville. Il faut s'amuser bien. Et surtout les protestants et les catholiques, qui peuvent se connaître.
mais loin de la ville, parce que c'est difficile en Belfast, hein, pour de mélanger, c'est difficile. Est-ce que vous pensez que par des expériences de ce type, les enfants puissent oublier, les enfants qui sont ici, puissent oublier tout ce qui oppose leurs parents? Ça c'est difficile, hein? C'est pas un problème simple, c'est pas simple, mais je crois que oui, ça commence. Et ces enfants, ils se connaissent déjà 1 an. Ils ont fait une autre vacance l'an passé. Alors maintenant, ils se connaissent assez bien. Et pendant l'année, ils vont se faire des réunions. Et ça commence, ils vont être plus tolérants, je crois. God bless you, please, Mrs. Robinson. Having loads of place for those who pray. Hey, hey, hey. Voici Thierry, 15 ans, catholique, Catherine, 14 ans, catholique, Fiona, 10 ans, protestant, et Timothée, 14 ans, protestant. Ici, on essaye d'abord d'oublier, puis peu à peu de comprendre l'autre, et enfin parfois de nouer de réelles amitiés. Hier, un enfant catholique a demandé à un protestant « Et si je viens chez toi, est-ce que je risque de me faire tuer ?» Un bref retour à l'actualité étrangère pour vous signaler que les compagnies Air France et UTA ont décidé de ne plus desservir Phnom Penh, la capitale du Cambodge, jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas de détails sur cette décision, si ce n'est qu'elle a été prise au siège des deux compagnies pour des raisons de sécurité. Et j'ajoute qu'Air France assurait habituellement 3 liaisons par semaine à destination de Phnom Penh et UTA 1 par semaine. Ces liaisons sont donc, disons, ajournées. Comme il en a pris l'habitude, chaque été en vacances, le président Pompidou a consacré une journée à l'art. Monsieur et Madame Pompidou ont rendu visite au grand peintre et sculpteur surréaliste Max Ernst. Âgé de 82 ans, Max Ernst s'est retiré dans un petit village du Haut-Var, à Seillan. Je crois que c'est du côté de Draguignan. C'est donc officiel, l'équipe de France de football va devoir se passer des services du célèbre entraîneur Stéphane Kovacs. Le président de la Fédération française de football, M. Sastre, avait tenté une ultime démarche à Bucarest. Mais les autorités du football roumain lui ont opposé une fin de non-recevoir. Le point sur ce qu'on peut appeler un nouveau coup dur pour le football français. Depuis 1958, où la France, après une qualification difficile, prenait une excellente 3e place derrière le Brésil et la Suède en Coupe du Monde, on peut dire que depuis 15 ans, l'équipe de France, au même titre que les formations de clubs, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Absente de la Coupe du Monde au Chili en 62, elle n'accède pas en 8e de finale en Angleterre et n'était pas non plus au rendez-vous de Mexico. Plus grave encore, en Allemagne, à la fin de la saison, nous ne figurerons pas, une fois de plus, parmi l'élite lors de la prochaine compétition mondiale en juin 1974. La défaite de Moscou devant l'Union soviétique, qui sonnait le glas des ultimes espérances françaises, a été à l'origine d'une révolution de palais. Georges Boulogne, qui avec une équipe d'espoir, promue à l'échelon supérieur, avait initialement obtenu d'assez bons résultats, décliné les responsabilités de sélectionneur qu'il assumait en même temps que celles de directeur national. Pourquoi la Fédération française s'est-elle tournée vers le Roumain Stéphane Kovacs, 45 ans, célibataire, auréolé de ses glorieux trophées avec l'équipe hollandaise d'Ajax, 2 Coupes d'Europe? Est-ce la condamnation du corps des entraîneurs français? La Fédération française s'en défend et commande sa décision. Aucun des entraîneurs français réputés, actuellement liés à un club, n'accepte d'entraîner l'équipe de France. Par ailleurs, Albert Batteux, qui était à la tête de la glorieuse équipe de 58, a dit non, tout en formulant des réserves sur les conceptions du football de Georges Boulogne, qui à son sens, n'accordait pas assez de technique individuelle. C'est ce qui explique le choix de la 3F, accordant confiance à Kovacs. En vacances, j'ai besoin de longues vacances. On désire aller dans un village sans télévision, sans téléphone et tout ça. Sans football? Oui, sans football. Non, le football vient avec moi. Mais que je peux me rassembler un peu, mes idées. Et alors, je rentre en France, je pense, les dernières journées de juillet, 1er août, 1 semaine, 10 journées avant le championnat. Alors, un planning sur le travail. Alors, je commence à visiter les équipes dans la longueur et largeur de la France pour voir ce qu'il y a de matériel susceptible pour la sélection, parce que, comme je sais, si les informations sont justes, la France rencontre la Grèce en mois de septembre. Que s'est-il passé? Kovacs est victime de sa réputation et de la discipline qui règne dans les pays de l'Est. Lié
aux exigences des autorités sportives roumaines qui ont refusé qu'il soit une valeur d'exportation. Le problème de la succession est de nouveau posé. Vous reconnaissez peut-être Raymond Burr, plus connu sous le nom de l'homme de fer, le héros du feuilleton télévisé américain que vous avez pu voir à la télévision française assez souvent. Raymond Burr est à l'hôpital aux États-Unis, il vient d'avoir une crise cardiaque. L'actualité, c'est avant tout les vacances en ce mois d'août pour beaucoup d'entre vous. L'équipe de Plein Cadre y a pensé en préparant le magazine que vous pourrez suivre tout à l'heure à 21h20 sur cette première chaîne. Voici dès à présent un aperçu des 3 reportages de cette édition de Plein Cadre. L'actualité à travers les hommes, ce soir, Plein Cadre sur les Français en vacances. Vacances organisées pour leur 40e anniversaire de mariage, Lucien et Marcel s'offrent l'aventure, un voyage en autocar. Au long de la route, une communauté se crée, des amitiés se nouent, des souvenirs s'accumulent. Vacances en mer. Ils sont 9 camarades qui ont sacrifié toutes leurs économies pour faire construire un voilier de compétition. Une équipe de Plein Cadre s'est embarquée avec eux et a vécu à bord du Goloc pendant une course. Vacances familiales, une petite plage quelque part en Bretagne. Il y a 20 ans, ce fut celle des vacances de M. Hulot. Aujourd'hui, une équipe de Plein Cadre a pris le relais de Jacques Tati et a regardé vivre les descendants de M. Hulot. En attendant Plein Cadre, à 21h20, je vous rappelle l'information la plus importante de ce journal qui s'achève. Monsieur Charbonnel, le ministre du Développement industriel, et Monsieur Giraud, de retour de Besançon, ont mis au point un nouveau plan de restructuration de l'entreprise LIP. Un plan qui sera présenté par Monsieur Giraud demain aux syndicats ouvriers de LIP à Besançon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Passez tous une excellente soirée.